Salam alaikum Mazoul. Bonsoir. Nous célébrons aujourd'hui le 38e anniversaire du printemps berbère, Tarsout Imaziran. Que de chemin parcouru depuis cette journée. Quelle longue marche, comme l'a titré le journée Al-Watan, et que de souffrances, que de belles et jeunes vies happées par la violence qui renie et la brutalité qui bâillonne les aspirations à la fierté d'être. Mais la reconnaissance était au bout du chemin, même si beaucoup de chemin reste à parcourir. Une reconnaissance arrachée de haute lutte, même si elle ne fut ni franche, ni sincère, ni encore moins dictée par le souci de rendre justice à une revendication légitime. Oui, la longue marche n'a pas encore permis d'arriver à bon port, celui d'une vraie et unanime reconnaissance, puisque de larges pans de la société algérienne continuent à ce jour de cultiver le déni, y compris parmi celles qui ont perdu la mémoire de leur propre identité et qui refusent obstinément, parfois avec une haine débridée, que l'identité matricielle des Algériens et de tous les Maghrébins soit enfin reconnue, qu'elle puisse enfin recouvrer la place de choix qu'elle aurait dû toujours avoir dans le cœur des habitants de ce pays, quels qu'ils soient et quelles que soient les confluences identitaires lointaines qui les ont formés. Mais un phénomène a très fortement agi dans la complexification de la question identitaire. Un phénomène qui se trouve être, si on peut dire, la seule constante nationale de ce pays, la prise d'otages idéologiques. Cela a été le cas pour la révolution algérienne, qui avait été récupérée, arrangée, falsifiée, mystifiée, mise en boîte pour ne plus servir que de fonds de commerce pour les uns et les autres. Ceux-là qui l'ont capturée, qui l'ont prise en otage pour prendre et garder le pouvoir. Et il en fut de même pour le nationalisme, et il en fut de même pour l'islam, et il en fut de même pour le tribalisme, dont les chefs coutumiers usent comme d'une monnaie électorale. Et la question identitaire n'est pas en reste en la matière. Nous pouvons même dire qu'avec la révolution et la religion, la question identitaire a été l'une des principales prises d'otages idéologiques. Et cela a été tellement vrai que le système, après avoir refusé la moindre concession aux revendications identitaires, jusqu'à perpétrer des carnages, a fini par comprendre que son intérêt et la condition incontournable de son maintien à la tête de ce pays devait passer par la récupération de la question. Et il comprit si bien qu'il passa de la posture du déni à celle de l'enthousiasme et du zèle, allant jusqu'à officialiser le Tamazirt, à institutionnaliser Yennayer et à faire des promesses mirifiques dont il sait très bien qu'il ne pourra jamais les tenir. C'est un peu dans ce contexte un curieux mélange de reconnaissance, de déni et de récupération que les Algériens célèbrent aujourd'hui le 38e anniversaire du printemps berbère, Tarsout Imaziran. Aujourd'hui. Liberté, première célébration du printemps berbère après l'officialisation de Tamazirt et Yennayer. 20 avril, le jour où tout a basculé. Par la rédaction Al-Watan, la douleur est toujours là, par Nassima Oulbsir. Tamourt, le printemps berbère n'est célébré qu'en Kabylie, par Tahar Khallaf. Printemps berbère entre reconnaissance et récupération, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Ahsen Zahraoui, sociologue. Merci Ahsen d'être avec nous. Jamal, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir. à nos amis qui sont sur le plateau.
Idir Onoran, militant des droits de l'homme. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour l'invitation et on salue les téléspectateurs. Saïd Khalil, merci, ex-premier secrétaire général du FFS. Merci Saïd d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Nous saluons tous les amis, ceux qui vont suivre et celles qui vont suivre l'émission. Merci beaucoup. Alors, nous aurons aussi au téléphone Youssef Girard, historien français, qui est avec nous au téléphone, qui restera très peu, mais qui va nous donner quelques petits éclairages sur, sur la cristallisation du berbérisme, de ce mouvement, de cette revendication culturelle. Youssef Girard, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, Youssef Girard, à quel moment le berbérisme a commencé à éclore, si on peut dire, et à poser problème aussi pour certains? On peut remonter à 1949, à la crise qu'a connue le PPA-MTLD à cette époque-là. Même si certaines personnes, pour remonter avant, notamment à des crises qui ont connu l'étoile nord-africaine, mais ce n'était pas forcément formulé sous l'idée qu'il y ait une spécificité berbère. Donc, même la crise de 49, si on revient à cette crise, justement, le mot berbérisme n'est pas utilisé par les gens qui sont des berbéristes. C'est plutôt un mot qui est une accusation lancée ceux qui veulent combattre ce qu'ils qualifient de berbérisme. Et donc, en vérité, derrière le mot de berbérisme, en 1949, il y a des attitudes différentes et des militants qui ont des projets différents. On peut distinguer notamment deux principaux courants. Le courant qui sera inclus par... Youssef Girard, je me permets de vous interrompre. Je suis vraiment désolé, nous vous entendons très mal. La connexion est très mauvaise. Je suis contraint de vous interrompre. Je vous remercie. Merci infiniment et j'espère vous revoir bientôt. Je suis vraiment désolé, vraiment. Alors, mes chers amis, en fait, le problème, ce problème, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il a posé problème du moins, remonte à bien plus loin que 49. Il y a d'abord l'affaire de Mekla, la fameuse affaire de Mekla dans les années 10 ou 20, je crois. Il y a eu aussi l'affaire du fameux Dahir Berber au Maroc. Mais nous n'allons pas remonter jusque-là. Seulement, moi, la question d'emblée que je voudrais vous poser, c'est que pourquoi la question Amazigh n'est-elle appréhendée que de façon passionnelle, voire violente? Pourquoi? Pourquoi n'arrivons-nous pas à en parler de façon apaisée, sereine? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut être posée qu'en termes d'hostilité, qu'en termes de polémique? Celui qui veut se lancer. S'il me permet. Oui. Si elle est posée de façon passionnelle, Jamaldine, et passionnée, c'est qu'elle soulève des problèmes inconscients, de l'inconscient collectif. Parce que dès que l'on aborde cette question, la question des origines, donc des fondements même de l'algérianité, et pas seulement de la mazirité de Tamazra en général, c'est que c'est les passionnels, parce qu'il y a des gens qui s'opposent, qui sont dans le déni, ils ne peuvent pas se regarder dans leur propre miroir, donc il y a une forme de mystification. Quand un problème devient passionnel et passionné, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réflexion, on est dans le réflexe. Et le réflexe, c'est qu'à force, si vous voulez, l'idéologie arabo-islamique répétée à longueur de journée, d'années, etc., bien, un certain nombre de berbères, y compris de berbères des amazigophones, parce que, soyons sérieux, l'Afrique du Nord... Mais est-ce qu'il y a une idéologie arabo-islamique? Ben écoutez, le mot idéologie Est-ce que ce n'est pas justement oui. ce genre de formulation ne procède-t-il pas lui-même du fait d'attiser une polémique qui n'en avait vraiment pas besoin? Absolument, mais c'est pourquoi? Parce que si c'est posé de façon passionnelle, c'est qu'il y a une profonde crise d'identité. On parle de l'Algérie pour le moment, de la société algérienne. Parce que cette identité, il y a 3 pôles d'identification, voire 4. Le premier pôle, c'est l'Afrique.
Hein, les Imazighuns sont des Africains. Le deuxième pôle, c'est l'Orient. Hein, dû à l'islam et en particulier. Le troisième pôle, c'est l'Occident, par la Méditerranée. Et il y a une véritable... moi, de mon point de vue, je peux me tromper, mes amis sont là pour compléter, pour dire ils ont tous été des militants de la cause, etc., donc ils en connaissent autant. Mais je pense qu'il y a un grave problème d'identité parce que les Algériens ne savent plus qui ils sont. C'est terrible de dire ça, mais ils sont à la fois... arabes et musulmans, ils sont des Imazighuns, ils sont un peu occidentaux ou voire francophones par la culture, par l'école, etc. Et ils sont africains fondamentalement. Donc du coup, il y a une véritable crise d'identitaire, la crise des repères. Quand vous avez une société qui n'a pas de projet, où on ne sait pas où on va, eh bien du coup, c'est une crise profonde identitaire. Et la question de la... Je me permets, on discute à bâton rompu comme des copains. Hein. Tout à fait. Ça veut dire, il faut oublier que je suis seulement le présentateur ici, qui ne fait que la mouche du coche. On écoute M. Demain. Hassan, oui. Pour parler très franchement, généralement, même les intellectuels berbéristes, dans le bon sens, hein, je ne parle pas des extrémistes, quand ils parlent du phénomène arabe, ils le perçoivent comme une agression contre leur propre identité. Or, moi je suis assez vieux pour me rappeler quand j'étais petit, moi je suis des Chaouia, des Aurès. Il y avait beaucoup de Kabyles aussi avec nous, beaucoup de Mzabi, je me rappelle que nos relations avec l'arabité étaient décomplexées. Et que s'il y a quelque chose qui a agressé l'identité berbère, ce n'est pas l'arabe, ce sont les leaders baptistes, le genre Boumedienne qui est arrivé, qui est bonjour Bella, nous sommes arabes. Mais les arabes en tant que la culture arabe, elle a toujours été une culture amie. Ah oui, non, mais là il faut pas... Elle n'a pas phagocyté le berbère. Non, mais on n'oppose pas, Jamal, il n'est pas question d'opposer l'arabe... Une culture à l'autre. Oui, une culture à l'autre. Mouled Mamri, dont on a célébré le centenaire, dont on voulait va en parler. Une seconde émission, il voulait réconcilier, il a dit il n'y a pas d'opposition entre les langues. Et les cultures, elles se complètent. L'arabe, moi je ne suis pas un anti-langue arabe, ni anti-civilisation arabe, loin de là. Ni anti-culture arabe, au sens générique aussi. Voilà. Mais par contre, quand on veut vous imposer, j'ai connu un médecin, puisque j'aimerais qu'on nous discutions à bâton rompu. N'attendez pas que je vous donne la parole. Mais je vais arrêter pour que les autres, parce qu'ils ont le droit de s'exprimer, surtout qu'ils ont beaucoup milité. Qu'on s'enlève la parole. J'ai connu un dentiste, un médecin généraliste à Tizi Ouzou. Il m'a dit, écoutez, moi, je veux bien apprendre l'arabe. Il m'a dit, mais comment on l'impose de force? Je n'ai pas envie. Donc, voilà, c'est une des réponses. Donc, les cultures se complètent. Mouloud Mamri a bien lutté pour qu'on reconnaisse l'arabe algérien, déjà, l'algérianité. Dans l'algérianité, il y a l'arabe classique, il y a l'arabe algérien, mais il y a le tamazight sous des différentes versions, qu'il ne faut pas toujours réduire à la kabylie. Moi, personnellement, je dis, bien sûr, si la kabylie... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été travaillé? Par exemple, aujourd'hui, c'est les Berbères. Ils ont été autant envahis, si je peux dire, par la culture arabe que par la culture française. Or, il n'y a pas de réaction épidermique contre le français. Mais il y a une réaction plus qu'épidermique contre l'arabe. Et là, on ne comprend pas. À tort ou à raison, je laisse la parole à Saïd Jésus, le dernier mot. À tort ou à raison, ils estiment que cette langue est une menace pour la leur, c'est-à-dire la disparition. Risque de phagocytage. Voilà. Oui, phagocytage et disparition aussi. Voilà. Avec les moyens institutionnels. Absolument, oui, tout à fait. On donne la parole à M. Saïd qui s'y connaît. En fait, je vais t'étonner. Personnellement, j'ai fait l'école franco-musulmane. Souvent, on s'étonne que je puisse donc intervenir en arabe et tout ça. Bon, j'ai perdu l'usage parce que c'est un problème de pratique. Oui. Lorsqu'on parle de l'arabe tel que pratiqué, tel qu'utilisé, au fait, c'est un arabe idéologique, imprégné de beaucoup de religions et une religion aussi bien orientée. À la limite salafiste et tout ça. Parce que, bon, lorsqu'on parle d'arabe, qui connaît une écrivaine Ahlam Mstaghanmi. Qui la connaît en Algérie? Elle est connue par les intellectuels algériens. Elle n'est pas lue. Je me targue d'avoir lu cet auteur-là. Elle est C'est la plus lue dans le monde arabe. Dans le monde arabe. Oui.
Mais le régime, est-ce qu'il se glorifie de ça? Est-ce qu'il fait la publicité? Non. Pourquoi? Parce qu'en pratique, un arabe des plus indigents. Un arabe qui ne véhicule ni la vie, ni l'amour, ni quoi que ce soit. Donc, c'est ça, c'est l'arabe de l'école tel que pratiqué, donc idéologisé. L'arabe institutionnel, qui fut à un certain moment l'arabe baptiste. Qui fut. Hein. Écoute, pour un peu caricaturer, bon, vous imaginez l'Algérien dans un café dire « Ateni qahwatin », mais c'est le fou rire dans le... On ne veut pas, parce qu'il y a un arabe, un parler algérien qu'on aurait pu travailler, qu'on aurait pu façonner, qu'on aurait pu... Mais là, je me permets de vous interrompre. Quand vous entendez les vieux chants du terroir, le Sha'ar al-Melhoun, Yaoul fi Maryam al-Sha'bi, c'est de l'arabe dialectal qui est très beau, qui est très pur. Qu'est-ce qu'on en fait? Il est mort. Aujourd'hui, on dit traverse à l'autoroute. Par exemple, je prends le beau poème de... Hizia. Voilà. Est-ce que tu sais, Jamal, qu'il est traduit en kabyle? Il est chanté par Tahar. Bon, le nom va me revenir. Tahar, il est traduit et chanté. L'Unis et Mgillat est traduit et tout ça. Donc, on a empêché cet échange. Moi, je vais vous dire, lorsque je vais faire une conférence sur le 20 avril, où c'est tout ça, eh ben, on sent cet empêchement. On sent les forces, les services de la police politique, quoi. Faire pression sur les organisateurs, faire pression, tout ça. On veut nous contenir. Ça aussi, c'est une réponse, Jabal. Oui. On en parlait dans les coulisses. Pourquoi ce contenu en Kabylie? Parce qu'il y a un containment. Oui. Parce qu'on veut nous contenir. Même en tant que FFS, à l'époque, on nous empêchait d'aller nous organiser. Il y a des militants qui ont voulu se rapprocher de nous, qui ont voulu travailler avec nous, mais il y a un barrage. Non, mais Saïd, juste, pourquoi on le sent, on le sait tous, qu'il y a de la haine maintenant. Il y a de la haine. Chez les berbéristes, il y a réellement non seulement de l'arabophobie, mais même de l'islamophobie. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, ils refusent le terme Maghreb. Je ne parle pas de Maghreb arabe, que moi-même je refute. Maghreb. En fait, Maghreb, c'est une connotation, ça veut dire c'est les pays qui sont à l'Occident des pays musulmans, pas des pays arabes. Alors même le mot Maghreb, il est réfuté. Il y a quelque chose, il y a problème là-dessous. Écoute, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Trop peu et trop tard. Depuis des décennies qu'on essaie de composer, qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas été conciliant, qu'on n'a pas été... c'est la fermeture, c'est le verrouillage. Aujourd'hui... Il y a une réaction par rapport à une agression? Par rapport à quelque chose qui a été donc refoulé pendant des décennies, et puis réellement, si on voulait débloquer tout ça, ça peut aller vite. Il y a mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des petites manipulations, des gens qui cherchent à attiser la discorde? Donc, lorsque vous me dites, bon, allez, vous êtes officiel, vous êtes travail, vas-y. Et puis, il y a un écrivain, un auteur qui vient faire une conférence, c'est l'interdiction, c'est le contrôle, c'est tout ça. C'est ça, on baigne encore dans cette ambiance de répression, de surveillance, de contrôle. Voilà, et ça, même chez nous, disons, censé être sage, censé être tout ça, on ne peut pas s'empêcher parfois d'avoir une réaction épidermique. Oui, alors, je veux dire, pour résumer un peu les deux camarades qui sont sur le plateau, il y a un point de vue historique qu'il faut se rappeler. C'est que il y a le concept du mythe de l'isola kabyle en plus. Il faudrait comprendre aussi que quand l'émir Abdelkader, ça remonte à loin, est venu solliciter l'allégeance des tribus kabyles, elles lui ont refusé 3 fois. C'est important. Ils lui ont même dit, et ça n'a pas été contredit, ça a même été édité par... Il a eu un khalifa. Oui, tout à fait. C'est M. Ben Salem de Solol Roslam. Ça, c'est un autre débat, et qui avait fait des alliances avec les tribus de la plaine. Ça, d'un point de vue historique. Ensuite, il y a eu la résistance. Comme lui a résisté du côté de Mascara jusqu'à Oran, comme Oulad Sidi Chir. On défendait alors des territoires. Il n'y avait pas de nation algérienne. D'accord, chacun avait ses substrats, ses fondamentaux historiques, culturels, etc. Est arrivé quand même le premier berbérisant, c'est le premier normalien, c'est M. Boulifa,
qui a participé à l'éveil et qui a commencé, ça a été le précurseur, c'était un grammairien même de la langue kabyle, on va dire, de Tamazir dans sa variante kabyle. Ensuite, parce que c'est des processus qu'il faut aligner, ensuite il y a eu la crise de... Il faut dire aussi que le premier président de l'Étoile nord-africaine, c'était M. Djeffel. Ensuite, M. Messali. M. Messali, à cette époque-là, d'un point de vue dans le contexte historique, il y a eu l'affaissement de l'Empire ottoman. Il y a eu une pensée panarabiste qui est montée. Cette pensée panarabiste, qu'est-ce qu'elle a donné? Au départ, c'était culturel au niveau de la langue, etc. Elle était expurgée de toute référence religieuse. M. Messali, ayant pris attache avec M. Shakib Arslan, est parti. Donc, et puis dans les statuts de l'Étoile nord-africaine, il lui était interdit de se déplacer plus d'un mois. Il est resté 6 mois. Il est revenu complètement transformé. Et dans son discours, il a dit ensuite l'Algérie est un pays arabe et musulman. Ça, c'est le premier élément. La fameuse affaire qui a provoqué le... Oui, avec Imash. Imash, c'était pratiquement l'idéologue, avec Radjef, avec plein de Sidjilali, etc. Ensuite, les autorités coloniales ont dissous. Le PPA est monté. M. Imash a rejoint l'UDMA. Votre historien parlait tout à l'heure de l'histoire de 49. C'est dommage qu'on ne l'ait pas entendu au sujet-là, parce qu'il est très bon en la matière. Au niveau de la crise de 49, évidemment, l'ancrage du mouvement national qui était ancré dans ce que je pourrais appeler l'espace arabo-islamique. Il faut dire aussi que les berbéristes de 49, et moi j'assume le côté berbériste, je comprends même leur insuccès dans les conditions historiques qui furent les leurs. Vous comprenez? Oui. Avec des menaces, des assassinats. La preuve, beaucoup d'entre eux ont été assassinés au cours de la guerre de libération nationale. C'est important de le savoir. Oui. Il y avait M. Benaïwali, il y avait Laïmech, on ne reviendra pas dessus parce que ça, c'est de l'histoire. Mais nous, en tant qu'Algériens indépendants, mais c'est le pouvoir qui est responsable de tout ça. On aurait pu avoir une nation apaisée. Merci de le dire, Didier, parce que je voulais en arriver là. Oui, mais c'est-à-dire, mais si tu n'as pas les éléments historiques, avant, on ne peut pas comprendre. La volonté du pouvoir, c'est comme si on sortait de ex nihilo, de nulle part, avec une volonté élaborée, planifiée, même violente, de normaliser le fait amazigh et particulièrement kabyle. De 49, on peut arriver jusqu'à 80 parce que c'est emperlé. Moi, je suis très fier d'être à côté de mon ami Saïd, qui est d'abord quelqu'un d'une rectitude morale extraordinaire. Il n'a jamais dévié. C'est important. Je ne vous le fais pas dire. Donc, c'est pour ça que je tenais à le signaler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Jamel? Il s'est passé qu'on voulait... C'est comme si on voulait nous changer, passer à un homme nouveau, sans terre, sans territoire, sans langue, ni culture, abandonné au destin. Mais au destin du plus fort. J'adhère personnellement totalement à ce que tu dis. J'adhère. Le problème, que je ne comprends pas, est qu'au lieu d'en vouloir à ces apprentis sorciers qui nous ont promis la pluie et qui ont fait tomber la grêle, au lieu de leur en vouloir à eux, j'en veux moi à Boumediene d'avoir attisé ces feux de la discorde. Moi, c'est à l'arabe que j'en veux. Pourquoi? Moi, je me rappelle des Kabyles qui appelaient leurs enfants l'Arbi. L'Arbi, qui était fier d'appartenir, d'avoir des alliances avec des familles arabes. C'était la vraie concorde, il n'y avait pas de problème. Et puis est née la haine, et c'est ça que je ne comprends pas. Mais ça, c'est idéologiquement, parce qu'il fallait diviser, excuse-moi. Voilà, il fallait diviser. Ils ont réussi. Regardez, alors. Je parle sur le contrôle, il était universitaire avant moi. Rappelez-vous, en 1974-75, à la fac d'Alger, le conflit arabophone-francophone. Sans compter que les frères musulmans de l'époque, à la fac centrale, commençaient à monter. Ça, c'est les régimes autocratiques. En Égypte, c'était les frères musulmans, ils leur ont fait monter Jama'at al-Islamiyya. Ça, c'est la nature même du pouvoir. Le souci, moi je termine et puis je repasserai plus tard, c'est le problème de la nation. Tant qu'on ne dira pas, on ne refondera pas la nation en actant que l'Algérie est un pays de droit multinational et multiculturel. Les deux sociétés vont être apaisées. Le pouvoir ne pourra plus jouer dessus. Ça, c'est important de le dire. Et ça nous mène un peu à l'histoire de l'autonomie, au moins. Soit un État unitaire régionalisé, bon, je vais laisser la parole. Mais avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, le printemps... C'est l'important. J'aimerais que vous me disiez quelque chose. C'est aussi une question très polémique. Je m'excuse par avance. Pourquoi est-ce que la question identitaire n'a été prise à bras-le-corps que par les Kabyles, que par la Kabylie? Historiquement, je te dis, il y a une politisation de la région.
Donc, je me rappelle, on développait dans nos conférences, etc., l'implantation du mouvement national qui avait, c'est pas de la glorification, ou c'est pas 2/3 de ces militants qui sont dans le district de Kabylie, d'une manière là. Parce que ça renvoie à l'immigration, ça renvoie donc à une résistance aussi très proche dans le temps. 71, c'est pas loin de 54. Hein. On se rappelle que tous les sages de l'époque, ils ont dit maintenant que le sang a coulé, au moins on saura que le français ne durera pas ici. Tout à fait, bravo. Donc, tout ça, donc, on en avait un besoin de revanche et tout ça. On a été éduqués, on a été bercés dans ça. Pour dormir, pour nous faire peur, on interpelle le bijou. Donc, ça, donc historiquement. Les Français vont arriver. Voilà. Donc, ensuite, je vous dis, le mouvement national s'est implanté donc dans l'immigration, l'encadrement, les premiers militants qui ont appris, il faut dire aussi, assimiler la modernité. La lutte moderne avec Pourquoi? Parce que proche d'Alger, parce que l'immigration, ils immigraient beaucoup. On était nombreux. L'immigration kabyle était prépondérante. Et le mouvement était ouvert au monde, en France, à Alger. Donc tout le monde voulait se libérer. C'est comme ce qu'on disait aussi pour le Ho Chi Minh. Pourquoi Ho Chi Minh? Tous les leaders sont partis d'ici, de Paris. Parce que c'est la dialectique. Ils ont produit la colonisation, ils ont produit aussi le mouvement de libération. Oui, il faut le reconnaître, Jamal. Écoute, c'est une dialectique intéressante. C'est la dialectique. Donc c'est parti de là. Bon, mais c'est vrai que la problématique telle qu'elle était posée, c'est unir tous les Algériens. Unir tous les Algériens dans une lutte de libération, mais les choses ont été trop vite. Trop vite. Le seul travail le seul travail de conceptualisation, c'est la Soumam. Le mouvement n'a pas eu le temps, si vous voulez, d'aller en profondeur, dans sa conception de la nation et dans sa projection de l'avenir. Et ensuite, on a été rattrapé par l'histoire. Oui, mais pourquoi le mouvement identitaire n'a-t-il été vraiment pris à bras-le-corps que majoritairement? Il y a eu dans les Chaouia, chez les Chinois, chez les Touaregs, chez les Bnimzab, des mouvements un peu comme ça, embryonnaires. Mais en Kabylie, c'était massif, c'était la rue. Alors, pour l'histoire... Après, Hassan Ivanov... Pour finir, donc, il y a des jalons de l'histoire. Il ne faut pas perdre de vue les événements de 63. L'opposition du FFS, qui était aussi déclarée d'une manière, comment dirais-je, dans un cadre démocratique, parce qu'on contestait la prise de pouvoir par l'armée des frontières, avec, disons, ralliés par la Wilaya 1 et par le Wilaya, alors que la Wilaya... Ce serait lié aussi dans le contexte? Nous, des choses qui se tiennent. Jamel, lorsque on subit une répression, on est marqué. Sans parler de l'inconscient collectif, moi j'ai vécu ça. Et donc la génération qui arrive, donc qui a la post-indépendance, et on en parlait aussi, il faut toujours, si tu veux, un environnement, un milieu. Et ça, c'est le milieu universitaire. Le milieu universitaire, ça démarre toujours d'un groupe activiste qui anime autour du cours de Mamri ou alors autour de chanteurs, la chanson. En quelle année l'université Tizi Ouzou? Déjà, l'université Tizi Ouzou arrivera après. Donc, on était déjà organisé à Ben Aknoun. Dans le comité oui, il y avait beaucoup d'étudiants kabyles à Ben Aknoun. J'ai juste une remarque, Jamal, à faire. Saïd. Tu as vécu ce moment-là, et c'est important que tu en parles, c'est qu'au niveau de l'UNEA, il y avait un courant berbérisant. Alors voilà, terminé. L'UNEA, oui, tout à fait. Alors, qui avait été dissoute par Boumediene. Tout à fait. En 69, on a été un bon millier d'étudiants à avoir signé une pétition pour sauver la radio kabyle du phagocytage par l'étudiant de Ben Aknoun. Oui, Ben Aknoun, de l'université d'Alger. Voilà. Ensuite, dans le mouvement étudiantin, où quand même les étudiants originaires de Kabylie étaient, comment dire, je dirais pas majoritaires, mais étaient nombreux. Nous, on était organisés en tant que mouvement autonome pour la berbérité.
Donc aujourd'hui, je le dis, tout ça pour l'histoire. Nous avons négocié avec l'UNIA pour cette question. Donc je crois comprendre que cette contestation montante elle a des quasiment racines, Jamel. dirigée par le milieu universitaire. Absolument. Tout à fait. D'accord. Absolument. Donc, il organisait des galas avec Cheikh Khaddam, avec des choses. Donc, il y avait la chanson moderne qui est naissante, Yidir, Farhadi, tout ça. Et c'est tout. C'est juste pour l'histoire. Pour l'histoire, je dis, on a négocié avec l'UNEA pour que la question soit inscrite. Ils ont refusé parce qu'à l'époque, disons, le marxisme orthodoxe ne voulait pas de cette ouverture. Ils étaient dans l'impérialisme, dans une vision un peu plus globale, donc ils n'avaient pas encore accès aux droits de minorité, etc. Et en 1976, avec la Charte nationale, moi-même, j'ai intervenu aux côtés du papa de Didine et de M. Aish et de Mohamed et tout ça. Donc, il a de qui tenir et dire. Voilà, donc on a posé... Et dire qu'il fait beau un jour. C'est comme ça qu'on dit. On a posé le problème de la majorité. Ouais. On s'est entendu, on a fondé un réseau, j'en parle dans mon article de l'Ouatan d'hier, tout un réseau. On a inondé les assemblées générales organisées par le FLN par des milliers d'amendements, à telle enseigne que le leader de l'époque s'est cru obligé de nous répondre. Qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il nous a dit que l'essentiel pour nous, c'est que le jeune Algérien, en arrivant à l'aéroport du Caire ou de Bagdad, s'entende avec son frère irakien ou égyptien. Donc, quant à nous, nous n'avons qu'à bien nous tenir, quoi. L'exclusion... Oui, donc il parlait de l'homme nouveau, Boumedien. Oui, l'homme nouveau. C'est quoi? C'est un Rajul al-Jadid. Rajul al-Jadid, et la langue nationale, on va en faire une langue du fer et de l'acier, comme si ça peut se faire comme ça par un claquement de doigts. Et donc, tout ça... C'était les ingrédients de la résistance. Oui, alors la question, pourquoi c'est parti de Kabylie, pourquoi c'est la Kabylie qui résiste? Il y a une histoire de la Kabylie. Alors quand il y a un territoire, une langue, donc une culture, égale ethnos, peuple, égale peuple. La Kabylie a une tradition de résistance très forte. D'abord, la France, parce qu'on va resituer... Mais je vous dirai tout de suite, d'emblée, les Aurès aussi. Oui, les Touaregs aussi. Oui, non. Mais c'est ce que le psychosociologue Moscovici appelle les minorités actives. Pourquoi? Parce que c'est en Kabylie qu'il y a une prise d'identitaire, qu'il y a une prise de conscience de soi. La prise de conscience de soi, après, c'est comme disait notre ami Saïd, les universitaires ont joué un rôle énorme. Mais il y a une tradition de résistance qu'il faut vraiment savoir qui est importante. Parce que non seulement la France l'a prise qu'en 1857, mais ensuite, Bachir el-Hajj Mokrani et Cheikh Haddad, 1871, il y a eu ce qu'on appelle les pré-révolutionnaires, Arski el-Bachir, plus Ahmed Oumeri et d'autres. Donc, les bandits. Je m'excuse, mais là, moi je suis des Aurès, je me sens obligé d'intervenir. Dans les Aurès aussi. Ça veut dire que ça ne peut pas être une caractéristique. Non, ça ne peut pas être une explication. Pourquoi ce que vous êtes en train de me dire n'explique pas pourquoi il n'y a eu que les Kabyles à avoir embrassé la cause identitaire. Parce que si c'est la résistance, si c'est la capacité à la résistance, les Aurès aussi, et d'autres régions du pays aussi. Non, Jamal, c'est la conscience d'une identité collective très forte. Mais dans les Aurès aussi. Oui, mais il y a une véritable prise de conscience identitaire, mais pas seulement dans les oasis, dans l'Oranie. Mais le problème, c'est dans cet aspect identitaire, moi ce qui m'étonne, moi qui suis des Aurès, là où l'identité est très forte aussi. Mais les gens ne se sont pas engagés. Les gens n'ont pas revendiqué. Les gens n'ont pas manifesté, contrairement en Kabylie où les gens sont morts. Ce n'est qu'une hypothèse. Moi, je pense. La tradition de résistance, elle est là, même elle était aussi dans les Aurès. Cette prise de conscience collective, cette prise de conscience d'être kabyle, donc différent de l'arabe, il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont, est très importante. Mais il faut dire aussi le rapport à la francité, à l'école française, etc., a joué un rôle à travers les élites, les intellectuels. Il a parlé de Boulifa à juste titre, M. Idir, et d'autres qui ont... Oui, tout à fait. Donc ils ont contribué à cette prise de conscience de soi, donc d'un monde collectif qui s'identifie. Là, c'est une explication un peu plus... non, mais... Ça veut dire que la résistance joue aussi... par exemple, les Aurès ont été plus perméables à la culture arabe. Absolument. Au moment où la Kabylie a été plus perméable à la culture française. Tout à fait.
fait. Ça peut être une piste. Oui, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hythèse. On ne peut pas expliquer des phénomènes de résistance comme ça par un simple mot. Par contre, sur le plan, je reviens, parce que pour revenir au 20 avril, quand même, c'est le 20 avril qu'on célèbre là, et le contenu de l'idéologie nationale. Le contenu déjà, d'emblée, les partis nationalistes, le mouvement national a donné un contenu idéologique fondé sur l'arabo-islamité. Et donc la négation d'une histoire que j'appelle d'une identité anthropologique. Donc, plutôt que de s'interroger, les révolutionnaires de l'époque ont une grande responsabilité, il faut le dire. Parce que, d'une part, ils ont mis un contenu idéologique au mouvement national qui était, vous savez, reprise par, on l'attribue à Ibn Badis, mais elle vient d'un Turc, en fait, un bey turc. Alors, l'Algérie, ma patrie, l'arabe, ma langue, l'islam, ma religion. Le triptyque sur lequel continue jusqu'à aujourd'hui. Or, quand vous dites ça à un kabyle... Oui, c'est là, c'est Ahmed Bey, voilà. Ahmed Bey, merci Jamal, on voit que tu es très informé. Alors, ce contenu idéologique, déjà... On me l'a dit à l'oreillette, pour être honnête. Excluez d'emblée tout ce qui est la dimension de l'amazirité, qui est franchement niée une histoire de plusieurs milliers d'années, à partir de seulement 13 siècles, 14 siècles ou 15 siècles maintenant. Donc, ce n'est pas vécu comme quelque chose de juste. Donc, à un moment donné, quand on est confronté à l'autre, l'altérité, ce qu'on appelle l'autre, la découverte de l'altérité, si l'autre vous reconnaît, vous le reconnaissez. Si l'autre vous nie, vous le niez. Très juste. Voilà, donc c'est fondamental. Et le problème des révolutions, de ceux qui ont conduit la révolution, y compris des Kabyles eux-mêmes qui ont participé à cette idéologie nationaliste, c'est voilà, absolument, ils ont été phagocytés. Et en plus de ça, quand arrive l'indépendance, Saïd a parlé à juste titre de la Soumam. La Soumam, c'était quelque chose d'extraordinaire, le basculement de la révolution algérienne. Malheureusement, vous savez comment a fini Aban Ramdan, donc il y a eu un basculement. Mais sinon, cette identité à l'indépendance, si Aban Ramdan, je ne sais pas, c'est une hypothèse encore, là, on ne refait pas l'histoire. Absolument. Mais le statut et la place des langues, des cultures, et de l'histoire qui compose. Et des communautés. Oui, bien sûr, des communautés. Non, quand je dis culture, c'est les communautés. L'histoire, donc, n'a jamais. Elle est restée du domaine de l'impensé. On n'a pas pensé l'Algérie plurielle. Du coup, on n'a pas pensé l'Algérie démocratique. On n'a pas pensé l'Algérie plurielle, on n'a pas pensé la place des langues, des cultures et des communautés dans l'Algérie. Ça aide rapidement, après on va rentrer dans un... C'est juste pour moduler, moduler le rapport, si vous voulez, à la culture française par rapport à l'élite. Je suis juste... lorsqu'on avait engagé une pétition pour les amis arrêtés en 84, j'ai encore la pétition, 90% sont des ouvriers, sont des paysans. Donc, il y a un ancrage populaire, il y a une prise de conscience populaire. Donc, attention, parce que les élites, généralement, sont absorbées. C'est le catalyseur. Oui. Bon, il y a une élite avant-gardiste à qui il faut rendre honneur, puisqu'elle a pris des risques et s'est impliquée. Mais pour le reste, le régime a toujours absorbé les élites. Surtout qu'il a le contrôle de l'avoir, il a le contrôle de la rente. Et puis il maîtrise l'agenda. Il maîtrise. Mais il ne faut pas pour pas caricaturer, c'est-à-dire parce qu'en face, on vous dit. On tombe dans les caricatures. Bon, ce n'est pas ce qu'on a voulu dire. Parce que personnellement, j'ai autant de respect pour la culture arabe que j'aime beaucoup que pour la culture française que j'aime beaucoup. Chez les Chaouis, il y a Athman Saadi, idéologue du baptisme. C'est un Chaoui. Bon, il ne représente pas la population Chaoui. Absolument. Les Chaouis. Personne ne représente peut-être il y a des conditions historiques. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Les conditions historiques et géographiques, notre proximité d'Alger, notre proximité, ça a joué. Au fond, les Aurès, c'est une population éparse. Vous prenez, par exemple, d'un village à l'autre, c'est du ça, et il n'y a pas eu un cœur, si vous voulez, ou une université, comme à Tizi ou comme à Alger. L'université de Batna n'est née qu'en 90. Avant, c'était un petit centre universitaire. Voilà, alors qu'à Tizi Ouzou, en 80,
D'ailleurs, nous allons y arriver un peu tardivement. Idir, une question, à moins que vous ne vouliez dire quelque chose de particulier. Oui, après, j'ai une question précise. Oui. Ce régime, aujourd'hui, a voulu rattraper son retard. Non seulement il a reconnu la majorité, il a officialisé, il en a fait une langue nationale, il a institutionnalisé Yennayer, et il nous parle d'académie berbère. Moi, c'est un sujet qui m'interpelle, qui m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer, mais je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit les camarades ici. C'est qu'il faut comprendre que dans l'histoire, la Kabylie n'a jamais été ni belliqueuse ni conquérante. Elle a eu à subir. Et la première fois où elle a pris les armes, c'était Al-Mokrani sous l'autorité morale de Cheikh Haddad, et je vous rejoins tout à fait. Concernant l'académie berbère, moi je pense que le pouvoir est encore dans la ruse. Une académie qui serait sous tutelle de l'institution présidentielle et sous l'autorité du président, M. Salem Chaker s'est prononcé là-dessus, M. Kamel Bouamara s'est prononcé là-dessus. Il faudrait qu'elle soit autonome du pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Une académie, ça respire, ça travaille, ça produit sans contrainte. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour que cette académie soit fonctionnelle et qu'elle soit en dehors du pouvoir politique, il faut à tout prix qu'il y ait une révision constitutionnelle. Fort de ça, il faut appuyer là où ça fait mal. Il est exclu, en ce qui me concerne, pour moi c'est un casus belli des temps modernes. Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais un casus belli, disons, de rapport de force, qu'on laisse dans le préambule de la Constitution en langue nationale et officielle, pas celle qui est aussi officielle, mais la langue nationale et officielle, le terme, dans le préambule, que l'Algérie est une terre arabe. Dans sa traduction française, c'est un pays arabe. Ça, je suis désolé, ça ne peut pas marcher. C'est là où vous voyez que, pour moi, le pouvoir, à sa tête, le président de la République, qui est réputé pour être un manœuvrier extraordinaire. Stratège. Un stratège, un manœuvrier qui est à la fois dans l'intrigue et à la fois dans le calcul. Pour moi, il faut à tout prix qu'on retire l'Académie du contrôle du président de la République. Parce que demain, M. Djaballah, il peut être président de la République. Ça, il faut la retirer. Et qu'on profite de cette révision constitutionnelle pour enlever la phrase qui me dénie le droit à moi. Moi, les terres de mes aïeux, elles ne sont pas arabes. J'ai rien contre les Arabes, au contraire, comme dirait Saïd. Moi, j'absorbe la culture. Et pour les gens qui se sentent arabes ou qui sont arabo-berbères? Non, ils disent rien. Ils disent Algérie, pays africain, méditerranéen, point. Algérien, on ne dit pas Tamazir. Enlever Tamazir, tout c'est ça le problème. C'est la première fois qu'on ethnicise une terre. Je vais vous donner un autre exemple, et j'aurai terminé. Quand vous voyez Uqba ibn Nafa et Kosaïla, on glorifie le conquérant et on oublie le résistant. Et je tiens à préciser, et ce n'est pas pour choquer le milieu islamisant ou islamiste, alors Kosaïla a tué Uqba en étant musulman. Oui, il s'était converti. Puis il a fait défection. C'est toutes ces questions, cette mystification historique dont parlait Saïd, ce mouvement national qui nous ont stigmatisés, qui nous ont mis à la marche. Ce serait trop long à expliquer parce que c'est un débat qui serait extraordinaire. Et en plus, on voudrait avoir des relations apaisées. Hassan, nous sommes en train de... Je vois que vous êtes un peu frustré parce qu'on n'a pas parlé de... Mais nous sommes en train de parler du printemps berbère, à notre façon. Alors, est-ce qu'il existe, sur la question identitaire amazigh, des recherches, des analyses, qui ne soient pas impulsées par des idéologies, des calculs, des manipulations, des stratégies? Est-ce qu'il existe des vraies études, des vraies analyses, des vraies investigations très objectives, très scientifiques? Absolument, et de plus en plus, il y a des revues, il y a des écrits, ça se diffuse, il y a des médias. Apaisé, serein. Oui, apaisé, serein, oui, tout à fait. Il y a une production, et de plus en plus, c'est-à-dire que... Mais qui ne soit pas militante. Non, pas du tout, on ne parle pas de militantisme, on parle d'universitaire. Dans le sens noble. Dans le sens noble, commencé par Boulifa, dans notre ami Edir à parler, les instituteurs après qui sont venus derrière. Donc il y a une véritable recherche universitaire multiforme, il y a aussi une prise de conscience qu'il faut s'approprier le domaine des idées et donc aller découvrir, comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, qui nous sommes, et avec sur un plan anthropologique, linguistique, voilà, absolument linguistique, historique, parce que c'est comme ça, Djemal, qu'à un moment donné, moi je dis que Tamazir c'est la langue anthropologique
de l'Algérie. C'est la langue, parce que c'est la langue des racines des racines. Et donc, comment voulez-vous nier une langue qui est au fondement même de la constitution d'un pays, d'une géographie, d'un peuple, Une identité matricielle. Oui, absolument. Matricielle. Jamal, à juste titre, tu as utilisé l'identité matricielle. Pourquoi cette négation? Alors, quand vous niez quelqu'un, je le répète, il finit par se révolter, il finit par vous demander des comptes. Et il finit peut-être même par devenir haineux. Oui, il peut devenir haineux. Le mot haine, tu l'as utilisé beaucoup, Jamal. Oui, mais parce qu'il me dérange. Oui, la haine me dérange. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis viscéralement pour la cause Moi, je suis contre toute forme de haine. Mais moi, pas sans haine. Moi, je n'ai pas été éduqué. Absolument. Absolument. Je n'ai pas été éduqué dans la culture de la haine. Mon père, qui a souffert beaucoup du colonialisme, m'a jamais appris la haine de la France. Et personne ne m'a jamais autour de moi. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. La haine de l'arabe ou de l'arabité ou de l'islamité, etc. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut regarder que quand vous dominez quelqu'un, quand vous utilisez les instruments, déjà la personne est dominée, enfin le peuple, l'ethnie, la communauté. Et alors vous utilisez encore d'autres instruments, vous renforcez la domination. Au bout d'un moment, il y a une forme de prise de conscience qui se fait. Quand vous piétinez quelqu'un, au bout d'un moment, il dit oh, halte, et il se lève. Et il se lève pour vous dire. Alors une dernière question, mais très polémique celle-là aussi. Oui. Là aujourd'hui, moi je suis dans le polémique. Que les polémiques. Alors 20 avril, pourquoi certains, je ne dis pas qu'ils ont tort, je pose seulement la question. Pourquoi certains militants, certains mouvements militants dans cette question veulent-ils imposer la transcription de la langue tamazight en lettres latines? Et pourquoi pas en arabe? Bon, ça, pourquoi, mais je ne dis pas pourquoi le font-ils. Pourquoi veulent-ils l'imposer sans débat? En fait, le problème, c'est qu'on ne nous permet pas de travailler. On est confronté à un tas d'obstacles et on est toujours en train de nous mettre dans une problématique qui n'a même pas lieu d'être. Bon, est-ce qu'un jour on a dit à nos compatriotes amazirs qui ont produit une poésie ou tout ça en arabe, est-ce qu'on l'a refusé? Mais Azim Saad, il ne produit rien, il veut détruire cette identité, et il vient nous m'exiger, ou Jaballah, qu'on a toujours connu comme un adversaire, pour ne pas dire ennemi de cette cause, qui va m'exiger comment je vais l'écrire. Mais il n'a jamais rien apporté. Qu'ils apportent et qu'on en parle. Là, je souscris totalement à l'exemple que vous venez de dire. Oui. Abdallah Jaballah, qui a toujours été l'ennemi déclaré de toute forme d'expression amazigh, qui vient aujourd'hui dire qu'il faut qu'elle s'écrive. Il n'a pas droit à la parole. Ça, c'est vrai. Ça, voilà. Bon, ce que je voulais dire. Oui, non. Concernant la graphie, ça fait plus d'un siècle qu'il y a eu des débats. Ça remonte à Boulifa, après Mamri, après beaucoup de gens ont travaillé en lettres latines. Je ne vois pas en quoi ça peut déranger. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Mais ça reste idéologique. Non, pas du tout. C'est quand même idéologique. Sinon, pourquoi autant de résistance aujourd'hui? Qui correspond au mieux au travail. On ne peut pas... Bon, je ne suis pas linguiste. Ibn Toumer, qui parlait berbère à sa mère, dit-on, et qui avait écrit 2 livres. Il avait traduit le Coran en berbère, et il avait écrit un livre aujourd'hui disparu, a écrit le berbère en lettres arabes. Oui, il n'y a pas de souci. Attends 2 minutes. Est-ce que les Turcs qui ont transcrit le turc, qui ont opté pour la transcription latine, est-ce que là, c'est une décision idéologique de Mustafa Kemal. Oui. Ça n'a rien à voir. Là, il y a polémique en la matière. Il y avait la rupture historique avec le monde arabe aussi. Oui, absolument. C'était un choix idéologique très tranchant, très agressif, très violent. Alors, dans ce cas-là, je te renvoie à Ibn Taymiyyah, où il y a classifié 5 catégories d'arabes. Ceux qui sont arabes de souche, ceux qui sont nés de mariage mixte, ceux qui parlent l'arabe sans accent. Non, mais moi, ce que je dis, pourquoi ne pas proposer ce problème au débat entre tous les Berbères ou entre tous les Algériens? On est d'accord. La particularité de Tamazirt dans toutes ses variantes, c'est que tous les travaux qui ont été effectués depuis plus d'un siècle et quelques ont été faits en caractère latin. Il y a eu des gens qui ont travaillé. Depuis un siècle, surtout depuis Mamri. Avant Mamri, il y avait Boulifa. Ça a commencé les prémices, parce qu'il y avait des précurseurs. Je ne parle pas de ça Mamri. Non. Ensuite, même les étudiants que l'université de Tizi Ouzou a formés en Tamazirt, les Chaouis, les Mozabites, etc., ils n'ont pas eu trop de soucis à le faire. Maintenant, si cette académie est autonome complètement, et c'est là où il y a le hiatus,
c'est les autonomes. C'est aux experts, c'est au président de l'académie, aux académiciens d'essayer de voir, autant que faire se peut, comment transcrire. Est-ce que ce sera une transcription à la carte? Est-ce que ce sera... C'est toutes ces questions qui seront posées à l'académie, et l'académie se chargera de répondre. Et dernier tour de micro, sur le printemps. Est-ce que vous pensez... mais rapidement, pour qu'on puisse... parce qu'on arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin, malheureusement, parce que le 20 octobre, on n'a Ça pas passe trop très parlé vite. de 20 avril. Alors, la transcription. Il y a 3 hypothèses possibles de travail. Vous avez la transcription en arabe, d'accord? Ça, c'était fait au Moyen-Âge, etc. Il y a la transcription en latin et il y a la transcription en tifina. Donc, le débat est ouvert. Comme dit très justement, oui, voilà. Ou le néo-tefina. On a dit le néo-tefina. Modernisé, le tefina modernisé. Après tout, moi personnellement, je trouve que le néo-tefina modernisé nous sort de ce dilemme. Parce que quand on dit, ils écrivent en latin, français. Ils écrivent, non, mais d'autres disent pour universaliser. Oui, voilà, non. Pour mais il y a un travail, permettre l'accès à l'Occident. Donc là, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'arabe? Je vais te le dire, Jamal. Ce qui se passe à l'arabe, c'est qu'ils se disent, si on écrit Tamazigh en arabe, déjà quelle langue concurrente, langue dominante, langue, etc., c'est à la disparition de Tamazigh. Elle va nous phagocyter pour de vrai. Oui, voilà. Je pense que c'est la question de fond. Alors, aujourd'hui, 38 ans plus tard, est-ce que vous croyez que la longue marche, comme l'a dit El Watan, et je rappelle, Saïd, que tu as commis un article dans ce dossier, est-ce que la démarche, est-ce que la longue marche a abouti? Et, très franchement, moi je dirais qu'on a perdu, peut-être on n'a pas parlé d'un aspect de cette revendication, elle est liée étroitement, d'une manière fusionnelle, à la question démocratique. C'est pour ça que je dis, même si toutes ces histoires transcrites, tout ça, maintenant si le régime est sincère, donc on en parle. Mais nous, on est toujours méfiants, on le dit. S'il y a toujours ruse, on est méfiant par rapport à toutes ces concessions du pouvoir. Donc, je dis, par rapport à cette longue marche, on ne peut pas nier tous les efforts. Et surtout, je profite justement pour rendre hommage à notre ami Saïd Boukari, qui aurait pu être parmi nous. Et ce matin, beaucoup de militants ont été déposés une gerbe de fleurs à la tombe. Nous nous joignons donc à eux pour... le commémorer, donc lui rendre hommage pour son engagement. Donc je dis aujourd'hui, au fait, c'est une question démocratique, fondamentalement démocratique. Je crois qu'on ne peut pas avancer sur cette question tant que le régime ne s'est pas amendé sur la question démocratique. On ne peut pas être... Voilà. Je vais juste reprendre un peu Saïd pour l'histoire de le mot de la fin, je fais un tour de micro, c'est la dernière intervention. Je ne lâcherai pas la parole. Juste une nuance avec mon ami Saïd, quand il dit que c'est une revendication qui est étroitement liée à la démocratie. Il y a un espace temporel qu'on a vécu de 89 à aujourd'hui. Et même si on a vécu des moments démocratiques, chacun à sa juste place, la question n'a pas avancé avec cette démocratie de façade. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit réglé par la démocratie uniquement. Il faudrait des signes forts du pouvoir, des signes très forts du pouvoir. Parce que, excuse-moi, tant que le régime reste dans sa posture, totalitaire et idéologique, la question n'avancera pas. Je vais terminer ça en disant une phrase, Jamal, excuse-moi. Nous avons eu une reconnaissance de jure, mais nous n'avons pas eu la reconnaissance de facto, c'est-à-dire dans les faits. C'est une reconnaissance de jure par le droit, mais qui n'est pas du tout dans les faits. Et c'est là où tout le travail doit s'effectuer. C'est le mot de la fin, très vite, malheureusement. Il y a eu une longue marche, je pense, et c'est le moment de rendre hommage à tous les militants, aux victimes aussi de 2001, parce que là, on n'a pas eu le temps, et à leurs familles, une pensée à leurs familles, à tous les blessés, et donc à tous les militants dont Saïd a été l'un des acteurs principaux, et des Rossiers après. Donc moi, je pense que cette longue marche n'est pas finie. On a parlé d'une académie libre, indépendante. C'est très, très important qu'il y ait une académie qui ne dépendent pas du pouvoir. Que ce soit les experts qui se réunissent, les militants de la cause Amazigh qui décident qui doit être, et pas seulement en choisissant des militants, il faut choisir des gens compétents. Et le pouvoir peut être associé. Et Saïd a dit, c'est vrai, il faut que le pouvoir s'ouvre davantage. Il y a eu des acquis grâce aux luttes. Maintenant, donc, ces acquis, il faut les considérer, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Je salue tous ceux qui nous regardent, d'Esmaël Zidane,
Toutou Saadi, sa famille, et Diran, c'est leur neveu, et puis tous les miens. Voilà, merci je les salue beaucoup à vous et trois. merci à Jamal, merci à Jean. Merci à M. Girard, malheureusement que nous n'avons pas pu entendre. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé à toutes les victimes de ce combat identitaire. Qawal khair, Slama.